La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons voir tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient qui cherchait aventure et que la faim en ses lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, dit l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'y dis l'an passé. Sire, comment l'eusse-je fait? Je n'étais encore point né. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc l'un des tiens. Quand vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Aujourd'hui, on va regarder la raison du plus fort ou le concept du might is right. Est-ce que le loup a raison? Bonjour tout le monde, ici Steve Terrien, je suis l'auteur des Litanies de la contre-culture. Aujourd'hui, le sujet, ou la question que l'on veut se poser, c'est est-ce que le might is right? Est-ce que la raison du plus fort est toujours la meilleure? Ou si l'on est en droit de questionner le pouvoir ou le plus fort? Parce que dans un principe de civilisation, on doit pouvoir questionner le pouvoir. C'est une condition sine qua non de civilisation. Donc, soit est-ce que le pouvoir et la force est ce qui se justifie en elle-même, et le pouvoir est nécessairement bien du fait qu'il peut s'imposer, et c'est une conception qui existe, une conception philosophique sur l'État, sur notre vie, et qui a des conséquences aussi au point de vue individuel, ou le pouvoir peut être jugé. Il faut oser juger le pouvoir. Le sujet aujourd'hui, je comprends qu'il est difficile. Et si je réfléchis autant sur la violence, c'est que on réfléchit aux problèmes ou ce qui nous font peur. Et l'avenue, la montée de la violence dans une société comme qu'il y a eu au 20e siècle, qui n'a jamais été un siècle aussi violent, me fait peur. Donc, je le réfléchis pas parce que je l'aime, mais pour prendre une certaine forme de contrôle dessus. Et donc, j'affronte la violence et je la confronte. Maintenant, le but ici est de réfléchir aux formes de justification de la violence pour pouvoir justifier ou pour pouvoir critiquer la moralité de l'État. Dans quelle forme est-ce que le pouvoir de l'État est justifié moralement et aussi sans tomber dans l'anarchisme non plus. Donc, c'est un sujet difficile qui demande un esprit tout en nuances. Alors, je vous demande de ne pas sauter sur des bouts de mots. J'essaie d'exprimer une idée plus générale ici, qui est la capacité de justifier le pouvoir de l'État, sans tomber dans l'anarchisme. C'est quand même pertinent de se poser la question parce que bon, on sait qu'il y a eu le régime nazi qui justifiait ses crimes. Il y a eu le régime communisme qui a justifié ses crimes. Et probablement, même dans une démocratie, la justification par le plus grand nombre est le voile qui ne justifie pas ces crimes. Alors on peut se poser toujours la question de la moralité de la force et de la moralité de la loi. Parce qu'il y a une conception du monde, du vivre ensemble, qui dit que quelque chose est moral parce que c'est la loi. On vous a dit de faire de votre camp d'internement un camp de la mort. Vous n'avez jamais pensé que ce que vous faisiez était mal? J'étais un SS, capitaine. On m'avait entraîné à obéir aux ordres sans réfléchir. Est-ce qu'un chasseur de rats pense que c'est mal de tuer des rats?
Et c'est l'une des justifications de la démocratie, du respect de la loi. La morale est le respect de la loi, la morale, l'obéissance. Et la question est de savoir, est-ce que la loi est au-dessus de la morale ou la morale au-dessus de la loi? C'est la question qu'on va regarder aujourd'hui. Et est-ce que, de façon corollaire, est-ce que les moyens justifient la fin? Pourquoi tu m'as jugé? Tu as tué des non-coupables. Pour prendre le pouvoir. Tu as causé un massacre. J'ai lancé une révolution. Tu as trahi la loi. La loi! J'aimerais vous lire un extrait de cet excellent livre qui est le mien, Les litanies de la contre-culture. Le paradoxe fondamental de la paix, c'est que pour interdire comme immorale l'utilisation de l'agression, il faut être en mesure d'abord d'interdire ou d'obliger par la faculté d'un rapport de force ou d'agression. De fait, il faut choisir d'emblée de manière raisonnée l'usage légitime de la violence, car le droit appartient d'emblée au fort, au loup, mais la moralité et la dignité ne lui appartiennent pas d'emblée. Et c'est là toute la différence entre un régime brutal, comme fut le nazisme, qui était tyrannique, et la civilisation que le raffinement même de cette violence, non de sa négation. On passe un petit bout. La paix, comme vertu première, se fait au détriment du sens, de la puissance et de la valeur en la vie. L'abnégation de la violence est une violence du sens. Elle implique un abandon de la lutte contre la violence du milieu, que l'individu absorbera alors. Ce n'est pas là une vertu courageuse, mais de la lâcheté d'affronter son agresseur. Il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de la violence, mais de la faire la critique des apôtres confortables de la non-violence, quand la non-action est une résolution de lâche et rien d'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que une société qui ne justifie plus sa violence, qui croit qu'il n'y a plus aucune justification à la violence, que toute violence est nécessairement mauvaise en partant. Et par violence, j'entends usage de la force. Est incapable de faire imposer sa moralité. Et en même temps, incapable de défendre sa propre moralité sans être dans l'attaque. La défensive est aussi une forme de violence. Et si on refuse de se défendre, d'appliquer la légitime défense, en fait, ce n'est pas une violence contre autrui, mais une violence contre soi. Alors, on permet d'une certaine façon, et on permet et on autorise une violence, c'est juste qu'elle est orientée de façon différente. Comme j'ai dit, il ne s'agit pas de faire l'apologie de la violence, mais de réfléchir à sa place ou à son raffinement, si raffinement on peut concevoir. Et par raffinement, ce que je veux dire, c'est en opposition à la brutalité qui est l'usage brut de la force sans aucune justification, versus la capacité à justifier ou de s'adapter à une violence raisonnée. Tout système de justice est une violence, c'est-à-dire une coercition fondée sur une moralité donnée. Donc, premier point, dans l'optique de non-violence, c'est aussi une non-défense. Mais ça implique aussi une morale sans effet. On pourrait donner ici comme exemple quelqu'un qui a eu la capacité d'un usage de violence ou d'usage de force, je devrais peut-être parler plus de force, qui voit un pédophile abuser d'un enfant et qui intervient, qui n'utilise pas la force pour protéger l'enfant, se retrouve à être complice, parce qu'il avait les moyens d'agir, de l'agression envers l'enfant. Alors, il est impossible, dès que l'on vit, de ne pas s'engager d'une certaine façon sans cette conception-là. Parce que le non-agir peut être aussi une violence. Donc, il faut le réfléchir. Si on est contre la violence injustifiée, il faut réfléchir la violence. Il ne faut pas avoir peur de ces sujets-là. Il ne faut pas avoir peur de questionner les violences justifiées ou non justifiées. Parce qu'il s'agit aussi, non seulement de juger des individus,
Mais plus important, de juger de l'État et de ses moyens. Et c'est la raison principale pourquoi j'emmène le sujet aujourd'hui. La violence même a ses mythes. La violence utilisée par les régimes soviétiques, les régimes communistes, sont pratiquement oubliés dans l'histoire. Tout comme celle de la Révolution française, parce que faut pas oublier que la Révolution française fut un bain de sang, fut un régime de terreur, mais ce terrorisme d'État a été oublié. Tout comme le régime de terreur et l'usage du terrorisme, l'usage de la terreur politique de façon systématique par les bureaucrates, est pratiquement oublié par la gauche, qui s'arroge le monopole de la vertu, alors qu'elle oblige à un certain moyen et à des moyens forcés. Pour avoir une fin prétendue bonne, elle doit d'abord forcer les individus à sa fin. Mais elle ne met en avant que sa fin. Et c'est là tout le problème de la gauche, je crois. Bon, et par la gauche, j'entends le communisme à la Marx. Et le troisième exemple que je voudrais nommer ici, c'est le nazisme, qui est considéré comme mal absolu. Donc, nous avons trois régimes qui ont été excessivement violents. Carry out the obligations of the office of Chancellor to uphold the Constitution, so help you God. Hitler, the Rise of Evil, from Alliance Atlantis. Mais pour lesquels on a certaines complaisances. Pourquoi on est complaisant? En raison de notre idéologie et de notre complaisance à des formes de violence. C'est notre jugement porté sur des formes de violence qui fait en sorte que l'un est le mal absolu et que l'autre est un bien relatif. Alors que les trois régimes, le régime français, le nazisme et le communisme, ont été trois régimes excessivement violents. Donc, la question se pose, on est plus prêt à justifier certaines formes de violence que d'autres. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Donnie! On a quand même une idéologie ou une justification implicite qui fait que l'on pardonne la violence de la Révolution française et la violence du communisme et que l'on condamne de façon systématique la violence du nazisme. Et je ne dis pas que c'est à tort, mais il faut le réfléchir. Il faut se rendre compte que ces régimes-là ont été violents et qu'on les justifie. On justifie une violence. Ça, c'est pour tous les juifs que t'as tués? Pour bravoure. Sur un autre. Alors, qu'est-ce qui modifie, qu'est-ce qui fait en sorte que d'une violence, on justifie et pas dans l'autre? Dans le cas du nazisme, ce qui est condamnable, c'est que c'est une violence qui est faite en fonction de l'être. Et ça, c'est Hannah Arendt. C'est quelque chose que l'individu n'est pas propre à sa conduite. C'est dans l'être de la personne, c'est quelque chose que la personne ne peut pas changer. Et donc, c'est quelque chose inhérent à l'individu. C'est un vice et non un défaut. C'est pas la même chose que le crime dans un système de justice, parce que le système de justice est aussi une justification de la violence par la coercition, mais où l'on dit
parce qu'on a brisé ou transgressé certaines règles sociales et conduit à un préjudice chez un autre, par la responsabilité de l'individu, par ses actes, il est puni. Donc, c'est déjà une notion de justification et une conception morale. Le deuxième point, c'est que dans tout régime d'État, idéologiquement, et ça, Marx a raison là-dessus, l'idéologie dominante est la pensée dominante. C'est-à-dire que la morale qui domine et la justification de la violence dépend toujours du plus fort. Le plus fort peut toujours justifier sa violence en disant « je peux le faire, je l'ai fait parce que X, Y, Z, j'ai raison ». Pour les nazis, leur système de violence se justifiait à leurs yeux, selon leur perspective. Alors, il faut décaler le pouvoir et le jugement moral. La morale doit juger du pouvoir. Exactement comme dans l'Ancien Testament, où il y a eu séparation de l'Église et de l'État. Pas Abraham, mais Moïse a été le premier qui a séparé religion et État. En fait, le moral jugeait, la classe sacerdotale jugeait du pouvoir. L'application du pouvoir était divisé. Le pouvoir était divisé avec la moralité. La moralité jugeait le pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le livre de Samuel, Samuel condamne aussi fortement Saül, qui s'est arrogé les fonctions sacerdotales. Mais dans tout système, je crois, moralement, pour qu'il y ait minimalement justification de la violence, il doit y avoir 4 conditions. Parce que ce qui écarte fondamentalement, c'est une violence sans justification. Parce que comme on l'a vu avec les 3 exemples, il y a des violences qui sont justifiées. D'abord, A. Il doit y avoir un principe de culpabilité. Il doit y avoir une relation entre l'individu et ce qu'il subit. B. Il doit y avoir un principe de proportionnalité. Et la loi du talion a fut un élément en avant sur la civilisation, au sens que entre la peine, qui est un acte d'agression et de violence, et ce que l'individu a fait, son préjudice, il doit y avoir un principe de proportionnalité. S'il y a une distinction trop marquée entre les deux, c'est uniquement un acte d'agression de l'État ou du pouvoir sur l'individu. C. Il doit y avoir exécution de la règle. Ça veut dire que si on justifie la violence de l'État, de la justice, sur l'individu par coercition, par exemple, eh bien, on commet une disproportion entre l'application de la force sur certains individus et pas sur d'autres. Donc, il doit y avoir exécution de la violence ou de façon systématique, par des règles de loi. Et D, il doit y avoir une compensation pour la victime. Si vous me permettez, il y a 2 points supplémentaires, ou 2 sous-points au principe de culpabilité. Premièrement, la culpabilité doit être réelle, donc elle doit être jugée. Et c'est le problème de tous ces justifiés de rue qui, dans les manifestations, empêchent le droit du glaive ou le monopole de la violence, qui est un concept d'État qui dit que seul l'État a le monopole de la violence pour empêcher les justices privées. Le problème de la justice privée est qu'elle n'est pas jugée. Et présentement, il y a une dérive des 2 extrêmes où on crée une violence qui n'est pas justifiée parce qu'elle n'est pas jugée, elle n'est pas vérifiée, validée, enquêtée. Et deuxièmement, il doit y avoir enquête. Il doit y avoir une vérification s'il est fait l'accusation du discours, de la culpabilité, est bel et bien attestée par des faits. Et c'est là c'est ce qui fait en sorte que l'intimidation dans les manifestations présentement au Québec et dans l'Amérique est condamnable parce qu'elle n'est pas jugée, elle ne découle pas d'un concept de loi ou de justification sociale. Et elle n'est pas proportionnée à la faute de l'individu nécessairement. Donc, maintenant qu'on a vu que tout régime politique
fait usage de force, donc de violence, il ne faut pas corrompre les mots non plus, la force est usage de la violence, ou la violence est usage de force. Elle est toujours justifiée par le régime qui l'utilise. Et ce régime-là doit être jugé. C'est-à-dire que la violence, mais même la violence d'État, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, ou ce qui m'inquiète le plus, elle doit être jugée. C'est-à-dire que la violence de l'État doit être tempérée. La possibilité d'être tempérer la violence. Et s'il y a une justification à la violence, elle n'est plus arbitraire. Et il ne s'agit pas juste de la justifier et de dire « voici, j'ai eu raison de le faire », mais de se confirmer à une certaine morale qui a une conception de son utilisation. Et donc de se confirmer, de tempérer ou de limiter la violence dans les êtres. Alors le troisième point, c'est que c'est l'attaque à la culture, de répondre à la question difficile de la justification de la violence. Et elle va y répondre par une institution. Bon, souvent, c'était des institutions religieuses qui proposaient une poignée de main cordiale. Ça a été le cas du marxisme, qui dit qu'on est autorisé, et même que la violence est nécessaire pour arracher le droit des bourgeois qui vont garder la propriété, qui vont se défendre leur propriété. Donc, la violence pour le communisme ou pour Marx est justifiée du fait que la révolution exige un renversement des droits qui vont être défendus par les bourgeois. Donc, mettre fin à l'exploitation signifie le droit de violence à renverser le système qui va être protégé. Donc, l'usage de la violence et de la terreur est justifié de façon inhérente au communisme. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Patria o muerte. Et non socialiste. Il y a une différence entre les deux. Toute notre conception du droit individuel, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'individu n'existe ou a des droits dans une société qu'à la condition sine qua non où il y a un régime politique qui use d'une façon monopolistique de sa violence, et ça c'est la conception de Weber, pour défendre le droit de l'individu, sa propriété, son travail et sa liberté politique. En fait, la liberté politique est possible seulement parce qu'elle est défendue d'une façon plus globale. Alors on passe d'un régime de violence particulier et des individus qui se battent à un régime global de violence qui purge la violence horizontale de la vie civile. Et c'est là que la civilisation peut apparaître ou que la violence est niée dans la vie civile. Et c'est à l'État de la gérer ou de gérer les vengeances privées et de les juger. Alors on passerait au quatrième point, qui est le fait que sans ce rapport global de la violence, le monopole de la violence, selon Weber, c'est l'anarchie. C'est pas parce que l'individu, pas parce qu'on permet aux individus de le faire, mais s'il n'y a pas de violence d'État, il n'y a pas de coercition qui empêche les violences individuelles d'éclater, c'est l'anarchie. Il faut donc un régime qui, socialement, sur la base de certaines justifications d'un état de droit, disent quelle violence est bonne, quelle violence n'est pas bonne. C'est le principe de justice. Et sinon, c'est l'anarchie au niveau individuel. Et le plus fort, un peu comme la purge, l'emporte sur le plus faible. Et ce n'est que dans une conception de la violence justifiée ou d'une violence moralisée qu'il peut apparaître le droit des femmes et le droit des faibles. Cinquièmement, ce contexte nous emmène à juger de la violence d'État.
Parce que là, on a dit, bon, le moyen, la violence étant un moyen à certaines fins, il faut quand même que la fin soit en proportion des moyens. Si la fin n'est pas bonne ou si les moyens coûtent trop cher, la fin ne justifie pas les moyens. En fait, les moyens sont inclus dans la fin. Il faut juger les fins en fonction des moyens. Qu'est-ce qu'il en coûte pour quel bénéfice? Je dirais que la fin doit être proportionnée par les moyens, ou les moyens doivent être proportionnés à la fin. Il faut juger du pouvoir politique. Le fort peut toujours dominer et s'imposer et imposer sa morale, mais il n'est digne de sa force, ou la force n'est digne ou n'est noble que par un usage moral. Et c'est là toute la différence. S'il y a suspension du mightiest right ou de la raison du plus fort, c'est ce qui permet dans la vie civile une liberté civile. C'est qu'il y a une suspension du mightiest right, mais qui exige un cadre plus grand d'utilisation. L'État peut donc être violent, c'est-à-dire que sa violence, possiblement, n'est pas justifiée. Et même dans une démocratie, parce que la démocratie, c'est quoi? Que le droit de la majorité, l'usage de la force asymétrique de la majorité du nombre sur les minoritaires. Et là, on est en train de renverser dans le droit des minorités, le minoritaire sur le majoritaire, ce qui n'est pas nécessairement mieux. Mais bref, faisons une métaphore avec la démocratie comme justification de la violence. C'est comme de dire, on va faire un viol collectif. Le suffrage, la majorité décide de la minorité d'imposer sa volonté sur une minorité. Et c'est là le principe du droit et de défense de l'homme en tant qu'homme. Mais l'idée est, supposons, 9 hommes qui décident de violer la seule qui dit non. De manière démocratique. Au simple point de vue que la majorité est souveraine, le viol collectif se justifie. On conçoit que c'est pas le cas, que l'individu a des droits inaliénables, mais il faut les réfléchir. Toute personne a le droit de disposer de son propre corps. C'est des concepts moraux préalables même à la démocratie et aux droits souverains des peuples. Donc, la démocratie n'est pas un système dont l'usage de la force ou les lois sont justifiés, nécessairement. Il y a aussi un danger à la perte morale, à la perte d'une conception morale séparée du pouvoir, qui juge du pouvoir. C'est que la seule morale qui existe alors, c'est celle de l'obéissance à l'État. La loyauté. Seule l'obéissance et la loi fait foi de morale. Et c'est ce qu'on a critiqué au procès de Nuremberg, que la simple obéissance. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train de retomber dans ce dilemme en fonction que faut suivre la loi, tout simplement. La loi doit être jugée. Il doit y avoir des institutions morales prêtes à juger de la loi et de l'État. Même dans une démocratie. La démocratie n'échappe pas à la possibilité de la tyrannie. Il y a une tyrannie de la majorité pour prendre les mots de Kant. Le pouvoir peut être immoral comme il peut être moral. Ça dépend de la justification, de l'usage, de l'asymétrie de ses forces. Sans morale qui juge de l'État, il y a un acte d'agression. Et même obéir à l'État comme intermédiaire de la violence et se faire complice de l'agression. Et bref, la religion permettait au moins de juger du pouvoir. Et c'est le danger, je crois, avec l'ONU et le mondialisme, d'avoir un super État, alors qu'on a tous échoué localement, de constituer globalement
sur des bases morales non admises, non naturelles, non organiques, est faible. Il faut le dire, faible. Donc, d'une certaine façon, il y a une certaine morale qui va dépasser la règle. Il y a une transgression qui est morale. Et on pense à Chartrand au Québec, on pense à Gandhi, qui était même un transgresseur des règles sociales, mais qui a subi la violence de façon courageuse et téméraire, plutôt que de la fuir. Et ça c'est une grosse différence. L'impôt, comme appropriation du travail d'un homme, signifie la négation de sa liberté de sa liberté d'action, de sa liberté d'être. Et donc, d'une certaine façon, si l'impôt ne sert pas au bien commun, il peut être un acte d'agression. Au-delà de... Si l'impôt n'est pas justifié, il est un acte d'agression. Je dirais pas que l'impôt est toujours un vol, mais l'impôt, certainement, peut être un viol et un vol. Concluons sur ceci. C'est qu'il faut armer et savoir armer la morale. Mais il faut déjà en avoir une. Fait qu'il faut réfléchir. Il faut retrouver un instinct moral. Il faut armer la morale pour son triomphe, pour le triomphe de la justice et du droit. Autant du droit individuel que la liberté politique. Il faut pas tolérer la violence de rue, comme on est en train de le faire au Canada, malheureusement. Parce que j'ai toléré parce que j'ai eu vent de plusieurs situations où on n'a pas réagi à des actes d'agression physique dans des manifestations sur l'immigration en traitant les gens de nazis. Sur la justification que les gens sont des nazis, on se permet de les battre et on n'intervient pas. C'est tolérer la violence. C'est tolérer un régime de violence arbitraire et aller contre le principe de monopole de la violence par l'État. Il n'y a aucune relation entre le questionnement sur l'immigration, qui doit être questionné parce que ça a un impact social indéniable, et le fait d'être un nazi. C'est les gens qui disent que les gens contre l'immigration sont des nazis, sont stupides ou mal intentionnés, ils connaissent absolument rien à l'histoire. Alors ça, faut le condamner, parce que ça permet une justification erronée d'une violence sociale. Et ça, c'est contre la démocratie au sens de volonté de la population. C'est imposé par la force, une notion complètement arbitraire parce qu'on s'y oppose. Et si on a une force, c'est d'être capable de mettre les deux extrêmes ensemble pour pouvoir dialoguer. Alors il faut réinstaurer, si besoin de force, le dialogue. Et non les faire taire. Et ça c'est une dérive qui me fait peur au Canada. L'incapacité de débattre, l'incapacité de gérer un rythme organique me fait craindre l'augmentation de la violence et des polarisations. Et qu'on ne se trompe pas ici, je ne suis pas nécessairement contre l'immigration, mais je ne suis pas nécessairement pour des frontières ouvertes complètes non plus. Ce sont deux positions extrêmes, extrêmement fermées, extrêmement ouvertes. Et si on prend des gens, il faut être capable de les prendre en charge et de les intégrer, ce qui a des coûts et une façon de faire et un certain travail qui vient en arrière. Il faut avoir la responsabilité aussi de les prendre. Donc, c'est pas une question facile, mais c'est de manière, à mon avis, on est en train d'admettre qu'il faut accepter sans justification morale toute immigration. Et au point de vue de la culture, ça a des incidences. Puis là, je parle pas de détester la personne en fonction que ça a une race, mais elle vient avec une histoire et il faut s'adapter aux nouvelles religions. Ça modifie l'atmosphère sociale. Puis ça, faut pas le nier. Faut prendre le pouls d'une population aussi. Hein? Donc, il faut armer la morale pour le triomphe de la justice et du droit. Il est impossible de supprimer la violence dans une société. Il s'agit donc de la justifier et de la raffiner, afin qu'elle ne soit plus brutale, mais strictement nécessaire.
au maintien de la vie sociale. La vie sociale doit être maintenue et protégée. Enfin, rappelons le principe que la fin ne justifie pas les moyens sont toujours à considérer, les moyens doivent être proportionnés à leur fin, et donc il y a une valeur à la force et à l'usage de la force, qui fait toute la distinction entre la noblesse et la brutalité, entre la civilisation et la barbarie. Alors, j'espère que ça va vous avoir fait réfléchir. Et j'espère avoir de beaux commentaires, parce que c'est un état de réflexion. J'attends vos commentaires! Eh bien, si vous avez aimé mon vidéo, comme toujours, je vous invite à souscrire afin d'être notifié des nouveaux vidéos qui vont sortir, à partager afin de faire connaître les idées, c'est la meilleure façon, et à aimer comme feedback. N'hésitez pas non plus à commenter, c'est toujours agréable et je vais prendre en considération tous vos commentaires pour les futures vidéos.